Hop. Et puis Loïc, je te passe le micro. Parle-nous de l'engagement dans les communautés, de qui tu es, de tout ça. Allons-y. Et ben, c'est parti. Bah, du coup, je suis Loïc. Je vais essayer de vous faire un petit retour de mon parcours globalement au sein d'Exia en tant que community builder, tout en passant d'abord par un petit peu l'origin story, hein, pas du vilain, mais de moi-même tout court, de qu'est-ce qui m'a amené donc à créer une communauté au sein de l'entreprise, de vous faire une comparaison avec la communauté métier qui était déjà existante au sein d'Extia, et puis faire des retours sur des petits points clés qui me paraissent importants et les apprentissages un peu, pas essentiels, mais c'est des choses qui m'ont un peu peut-être surpris avec le temps ou que je trouve un peu essentielles avec du recul. Du coup, sur d'où je viens, j'ai un parcours qui est pas. Vous allez me dire probablement vous non plus, mais j'ai un parcours qui ne ressemble pas à du community building puisque j'ai commencé par faire de la comptabilité, des chiffres, de la rigueur, des choses de ce genre-là, de la gestion de paye. Et ensuite, je suis passé sur le volet recrutement, le côté RH. C'est un élément qui m'a beaucoup plu, notamment tout ce qui était lié à l'expérience collaborateur. C'est ce qui me paraissait le plus important dans une entreprise et c'est pour ça que je me suis un peu lancé là-dedans. Et petite information qui sort pas normalement du parcours en entreprise, c'est que j'ai fait de l'animation quand j'étais plus jeune. Et que même si l'animation, quand on fait de l'animation enfant avec un BAFA, généralement on fait ça pendant ses vacances scolaires, et c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup intéressé. Et peut-être que ça a amené aussi à ce changement en tant que community builder avec cet aspect très animation. Et ce qui va m'animer plus au quotidien dans qui je suis très attaché. Il y a deux éléments dans ma vie, c'est le sport co. Donc, j'ai fait beaucoup de volets étant plus jeune, j'ai fait du water polo, un peu de foot par-ci par-là. En tout cas, le sport collectif, c'est quelque chose que j'ai adoré globalement. Et les jeux vidéo, c'est quelque chose qui a toujours, pareil, été ancré en moi sur une partie très stratégique, une partie sociale, et même avec le temps, pour moi, le jeu vidéo, sur la partie notamment e-sport, c'est devenu le nouveau moyen, alors avec un peu moins de temps que je pouvais consacrer sur les sports collectifs, le côté e-sport, ça m'a comblé notamment sur la partie un peu compétitive et sociale, même si au final, c'était peut-être plus du sport, mais ça a compensé un petit peu tout ça. Ok, donc ça Et peut quand je suis donner une arrivé, petite idée déjà là. Enfin, je te coupe, désolé, mais je dis, pas de souci. je prends mon rôle de présentateur. Du coup, tu nous donnes carrément une idée de qui tu es, comment t'es passé de RH à community builder, Tout à fait. et du coup, enfin, comment ça s'est transmis dans ton environnement à Extia? C'est quoi cet environnement-là dans lequel tu as pu développer tout ça? En fait, j'ai pu faire ce changement-là, notamment par l'arrivée au sein de l'entreprise Extia. Extia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de conseil en informatique et qui est, moi, ce qui m'a attiré dans cette entreprise quand je l'ai rejoint en tant que recruteur à la base, j'étais très attiré par ce côté Great Place to Work. Le Great Place to Work, c'est un label qui est extérieur et sur lequel c'est lié à un questionnaire et à un audit interne qui est réalisé chaque année. Et Extia, c'est depuis en tout cas que j'y suis et même quelques années auparavant, c'est toujours sur le podium. Ça fait 3 années d'affilée que l'entreprise est première au Great Place to Work. Et il y avait cet aspect d'abord qui, ensuite quoi, qui est c'est un slogan qui existe au sein d'Extia et qui m'a beaucoup parlé. Le d'abord qui, ensuite quoi, c'est on part de la personne pour essayer de trouver le projet. Ça peut être valable pour des consultants dans une société de conseil, mais ça peut être valable aussi en tant qu'individu. Et moi, ça m'a complètement impacté, puisque j'étais cet RH qui avait envie de créer de l'expérience collaborateur dans un niveau un petit peu plus. J'avais envie d'aller plus loin et de pousser les curseurs un peu plus loin. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui n'a pas été créé dans l'entreprise pour le moment, c'est tout ce qui va être communauté, notamment de jeux vidéo, tourné vers de l'e-sport à la base. Et pourquoi c'était intéressant?
Parce que dans une société de conseil, les principaux enjeux qu'on va avoir, ça va être d'attirer et de fidéliser les collaborateurs. C'est un objectif que les RH ou que le management dans sa globalité se doit de mettre un curseur hyper important et créer des communautés, créer des moments de partage. C'est ce qui va créer cette fidélisation et qui va aussi potentiellement attirer de nouveaux collaborateurs. Et il y a un autre défi qui était intéressant à voir dans une société de conseil comme Lexia, c'est qu'il y a 2000 consultants qui travaillent dans des clients séparés. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette notion de on est collègues et on travaille au même endroit. C'est-à-dire qu'on est collègues, mais il y en a un qui travaille dans cette ville, certes dans cette ville-là, mais on peut être dans la même ville et pas travailler du tout dans les mêmes locaux. Donc du coup, il faut réussir à garder un lien malgré un éloignement physique. Et c'est dans cette optique qu'on peut essayer de trouver soit des événements plutôt after work, soit des événements qui vont être tournés vers du en ligne. Ok, donc Et avec cette réflexion, si je comprends bien, vous aviez deux enjeux majoritaires. oui, Les gens qui sont éparpillés et du coup recréer du lien et c'est ça, attirer des consultants chez vous parce que c'est des profils qui sont ultra spécifiques et ultra précieux, entre guillemets, pour l'entreprise. c'est ça. Ok. Et, euh, Et du coup, vous et faisiez quoi pour ça? alors, ce qu'on faisait, il y avait déjà des communautés métiers et déjà beaucoup d'after work. Et moi, avec mon parcours, qui arrivait de donc quelques années de RH notamment, et comme je vous parlais de l'esprit côté de l'e-sport, bah, je me suis dit ça, pour moi, l'e-sport, j'y crois, je suis convaincu que c'est un vecteur de lien social très puissant et qui peut à la fois répondre aux deux objectifs, c'est-à-dire attirer et fidéliser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer cette communauté. Donc c'est une communauté qui est à la base très tournée vers de l'e-sport, donc des jeux vidéo multijoueurs en ligne, notamment sur du League of Legends. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui se joue à 5 contre 5 et dans lequel on a fait des tournois en interne à la base. Et au fur et à mesure du temps, on a essayé de diversifier la proposition, d'abord en s'écartant un petit peu de l'e-sport, qui est quand même un c'est focalisé sur du joueur et du joueur entre guillemets hardcore. Quand on dit hardcore, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va jouer très régulièrement, plusieurs fois par semaine, sur des sessions de plusieurs heures généralement. Et donc, du coup, on a voulu se détacher aussi de ça pour essayer d'accueillir une nouvelle cible, une cible un petit peu plus euh, fun et entre guillemets accessible. Donc c'est le mot d'ordre, c'est l'accessibilité. Donc en mettant des jeux qui sont très faciles d'accès, vous jouez pour la première fois à certains de ces jeux, vous allez vous amuser normalement. Et de créer aussi des événements de partage comme les jeux de rôle qui sont aussi pas mal plébiscités pour passer des moments en commun. Le vecteur commun, c'est notamment de jouer en ligne. Et à ça, on a créé des événements un petit peu plus ambitieux. Vive le JDR, hein. J'adore, j'ai découvert ça avec la communauté et j'adore, je trouve ça génial. Euh, on avait mis en place des tournois Mario Kart, bah, effectivement c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place nous aussi, qui est plutôt intéressant et C'est donc du vrai coup ces que événements, oui, sur ça, je rajoute un petit truc. Comme dit Clément, les tournois Mario Kart chez Crème de la Crème, l'e-sport, on peut avoir une image très, comme tu disais, un peu hardcore, très compétitif, etc. Mais à partir du moment où on a plus de deux joueurs et qu'on est sur un jeu vidéo, on peut appeler ça de l'e-sport. Tant qu'il y a un esprit de compétition, un petit peu, un petit truc à gagner. Et ça peut être quelque chose de très ludique pour créer du lien, c'est ce que tu mettais en avant. c'est ça. Et le dernier aspect qu'on a rajouté à ça, c'est de créer des grands événements qui sont sur l'espace d'un week-end ou d'une soirée, qui sont soit des compétitions multigaming qui sont plus ou moins accessibles en fonction de la cible qu'on a envie de mettre sur cette soirée-là. Et notamment, il y en a un que j'aime beaucoup mettre en avant, c'est les 24 heures solidaires. C'est un événement où pendant 24 heures, on dit aux participants, juste venez, participez, faites des jeux pendant ces 24 heures-là. Et à chaque fois que vous allez faire une partie, chaque fois que vous allez remplir un objectif dans un jeu, vous allez faire gagner des sous à une association. Et ça, c'est un événement qui marche super bien parce que ça, à la fois, on crée un petit aspect de compétition parce qu'il y a celui qui va réussir à donner le plus indirectement via son engagement en temps durant les 24 heures. Donc, il y en a qui font 24 heures d'affilée. Il y en a qui sont vraiment pas arrêtés des 24 heures. J'aime bien raconter de cette anecdote. Il y a un joueur de sim racing. Donc, sim racing, c'est du jeu automobile.
Donc, il faut imaginer les personnes qui ont des volants, des pédales chez eux et qui voilà, font des circuits automobiles. Et celui qui a le plus joué sur la première édition, il a fait l'équivalent de Toulouse jusqu'à la Turquie en voiture, à force de faire des tours et en s'arrêtant pas pendant les 24 heures. Je crois qu'il n'a pas dormi, qu'il s'est à peine arrêté. Donc c'est Là, on parle pour vraiment montrer de un petit quelqu'un peu, d'engagé, là, c'est sûr, là. voilà, c'est pour montrer la force de l'engagement à la fois de cette personne, mais aussi dans l'événement, parce que c'était pas le seul à avoir fait les 24 heures. Mais c'est vrai que lui, on aime bien mettre cet aspect en avant parce qu'il parle beaucoup. Puisque de dire j'ai fait 24 heures de League of Legends, ça parlera pas au grand nombre, alors que dire j'ai fait l'équivalent de Toulouse-Turquie en voiture pour 24 heures, et donc du coup ça a fait gagner je ne sais combien de, de, de dizaines, centaines d'euros pour une association, bah, c'est plutôt intéressant. J'ai vu Et des questions dans le chat, oui, je les note au fur et à mesure et on répondra à la fin. Jean-Yves, du coup, tu pourras aller voir sur le replay si tu veux, vu que je sais que tu seras pas là tout le long, mais oui, vas-y, continue Loïc. Tu peux peut-être nous parler un peu de comment justement c'était organisé tout ça. oui. Alors, c'est organisé globalement. Alors, on en parlait quand on faisait la préparation de ce call. Euh, Quand on a une communauté qui est tournée vers de l'e-sport, qui est tournée vers du jeu vidéo, on se dirige assez naturellement sur Discord. Alors, Discord, ça ne fait pas que ça. Et c'est ce qu'on disait quand on a fait un premier échange pour reparler de cette présentation. Discord, si vous ne connaissez pas, c'est un super outil pour pouvoir communiquer avec une communauté, de vraiment vraiment engager sur tout type de communauté. Il n'y a pas que le jeu vidéo. Et d'ailleurs, il y a souvent ce frein-là de se dire c'est une communauté, c'est des communautés uniquement de jeux vidéo. Nous, au sein de l'entreprise, on a aussi créé des Discord, des serveurs qui sont dédiés pas du tout au jeu, mais juste à une agence ou sur une localisation pour parler de tout et de rien. Donc je vous le conseille au passage, mais je suis pas là pour faire la pub de Discord. En tout cas, pour la création d'une communauté de jeux vidéo, pour moi, il faut passer par Discord. Et donc, du coup, on est organisé avec des différents référents de jeux et d'équipes. Donc, on a différents channels, on utilise pour les communautés d'apprentissage. Tout à fait. C'est également possible sur n'importe quel type de communauté. Donc, du coup, je suis organisé avec des référents de jeux et des référents d'équipes parce que c'est la difficulté qu'on va pouvoir avoir sur ces types de communautés, c'est que ça peut très vite devenir tentaculaire. Donc, du coup, il faut pouvoir euh, faire quelque chose dont j'ai parfois un peu de mal, mais c'est de confier le travail à d'autres personnes. J'ai plus le mot, mais je sais pas pourquoi. En tout cas, on a des référents sur des jeux, on a des référents sur des équipes, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites différemment. Déléguer, merci Jean-Yves, je cherchais On voit qu'ils suivent exactement dans le chat, ce c'est mot. parfait. Donc du coup, déléguer au maximum, c'était quelque chose qui était essentiel pour rendre la chose aussi autonome. La deuxième chose qu'on a commencé à faire, c'est de gamifier ce qu'on fait comme activité. Alors c'était quelque chose qui était déjà, c'est pas nous on l'a pas inventé la gamification dans une communauté, puisque l'autre communauté dont je vais vous parler juste après l'avait déjà fait, mais ça me paraissait important de pouvoir également gamifier la partie, même si on ne fait que jouer, même si on ne fait que participer à des événements sur lesquels on va s'amuser, valoriser l'engagement de chaque action, ça me paraissait hyper important pour remercier tout simplement les personnes qui s'engagent le plus et remercier même les personnes qui s'engagent un petit peu moins. Parce que le système de gamification qu'on a mis en place, on fait gagner des choses à partir du moment où la personne elle a participé 2 fois dans l'année, ce qui est très, ce qui est relativement peu, hein, vous me direz, dans une année, de participer 2 fois à quelque chose, même si c'est déjà quelque chose. Et après, pour les plus hauts stades de la gamification, c'est par exemple pouvoir passer un week-end ensemble, donc un week-end qui sera payé par la communauté pour se réunir et passer des moments, vu qu'on est un petit peu éclaté partout en France, ça a beaucoup de valeur de pouvoir réunir tout le monde. Mais curieusement, c'est pas forcément le dernier cadeau qui a le plus été plébiscité ou qui a le plus été qui a donné le plus envie aux gens. Ça a été le cadeau
pour ceux qui sont quand même un petit peu engagés, qui est lié à des goodies. En l'occurrence, c'était de faire gagner un pull brandé brandé de communauté. Et on ne se rend pas compte, je pense, dans une communauté engagée, de la force des goodies. Et à tel point que, après avoir vu le succès qu'on a eu sur ne serait-ce que de la gamification, on a lancé une boutique. C'est une boutique où les personnes peuvent payer d'elles-mêmes c'est donc à un de nos fournisseurs, la possibilité de se payer eux-mêmes différents goodies qu'on a mis à disposition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a été extrêmement vite rentable même sur cette boutique pour montrer un petit peu la force de l'engagement qu'on avait. C'est que on a mis pour commencer un maillot et un mug, et rien qu'avec ça, on a pu avoir suffisamment d'argent pour pouvoir remettre de nouveaux goodies. Là, on a des tapis de souris, des casquettes. Alors, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Et comment est-ce que tu expliquerais ça, justement, cet engouement pour les goodies et les pulls et tout ça? C'est pour moi le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance à la communauté, c'est quelque chose qui est ultra puissant et on peut avoir envie de le montrer. Il y en a qui vont l'utiliser juste en tant que pyjama, mais ils seront déjà très contents de se sentir appartenir en pyjama à une communauté. Et puis on a d'autres qui vont l'utiliser pour différents week-ends. Là, je vais peut-être revenir rapidement en arrière. Il y a une photo sur celle qui est à gauche, Qui est toutes les sous nous? personnes qui étaient venues sont en pull de Dexia Gaming. Là, la photo du milieu, c'est des personnes qui avaient créé eux-mêmes leur pull avant même qu'on fasse une boutique. Donc c'est les tout premiers ils avaient fait dans leur coin un pull personnalisé Loupé, à l'image de leur équipe bien personnelle. autant pour moi. Je voulais relever nos têtes, mais bon, ça n'a pas marché. Ah, du coup, je ne sais pas s'ils ont vu la photo. Mais en tout cas, ce que je vous propose après, c'est de parler un petit peu de ce qui avait déjà d'existence, c'est-à-dire les communautés métiers. Les communautés métiers, c'est quelque chose qui avait été créé suite au Great Place to Work dont je vous parlais tout à l'heure. On a un retour de la part de l'organisme qui nous donne des petites idées pour pouvoir améliorer les choses dans l'entreprise. Et notamment, il y avait cette notion de pouvoir échanger entre pairs. Et donc, du coup, les communautés métiers, elles ont été créées pour ces trois volets qui sont le partage des compétences, développer sa propre expertise et développer l'expertise également peut-être des autres, et étendre son réseau à travers sa visibilité. Et donc, du coup, ils ont généralement un format principal qui est de faire des meet-up en ligne sur plein de types de sujets différents, parce ils ont encore le nom communauté métier, mais certes, il y a des choses qui sont très techniques, qui sont à destination des développeurs ou de personnes, enfin, sur des sujets très techniques, comme là, il y en a un qui en exemple, c'est comprendre et mettre en place les systèmes de sauvegarde efficaces. Mais il y a des choses qui sont à destination un petit peu de tout le monde, ou même de la curiosité, puisqu'on a sur du soft skills, donc là, c'est sur l'intelligence émotionnelle, et sur des feel good. Les feel good, c'est n'importe qui peut venir présenter sa passion. Même moi, j'ai eu l'occasion de faire un meet-up sur alors c'était pas sur une passion, mais le sujet me paraissait intéressant. C'était sur le dilemme du tramway. Si vous avez envie, c'est disponible sur YouTube. On est à plusieurs pour vulgariser le dilemme du tramway et comment est-ce qu'il s'est retrouvé également un petit peu partout dans notre pop culture. Et l'autre aspect que les communautés métiers font, c'est également de faire des formats un petit peu plus hybrides sur lesquels ils vont essayer de partager à la fois en physique et à la fois en ligne sur des soirées où ils mettent un petit peu plus l'accent sur du jeu ou sur du partage, sur faire plusieurs meet-up à la suite, qui sont hyper intéressants également. Pour le coup, eux, les communautés métiers, ils ne sont pas sur Discord, ils sont sur Slack. Alors, Quelle surprise! comment? Quelle Quelle surprise! surprise! Alors, c'était historiquement le cas avant même que j'arrive au sein de Dexia. Ils avaient déjà leur Slack qui était organisé, etc. Euh, alors, moi, du coup, je m'y suis peut-être jamais vraiment énormément penché parce que j'utilisais vraiment l'outil de Discord et que j'ai jamais envisagé de passer sur le Slack. Mais on retient quand même que le Slack est plus facilement, pas forcément abordable parce que enfin, il est tout aussi pour moi abordable que Discord en termes de complexité. Mais par contre, il est, comment dire, euh,
la vision qu'ont les utilisateurs de Slack, c'est que c'est normal d'utiliser Slack, alors que utiliser Discord, c'est directement, on est sur de l'extra. D'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un sondage après le succès du Discord de Dixia Gaming. Ils ont proposé, est-ce qu'on se déplace Slack vers Discord? Et il y a eu un 50-50. Alors du coup, ils sont restés sur Slack pour pas perdre leur communauté de base. Euh, mais c'est intéressant de voir qu'il y en a beaucoup qui voulaient et qui avaient cet aspect de on va perdre la notion de vie pro, vie perso, on va enfin, il y en a qui voulaient séparer cet aspect-là, il y en a qui avaient peur de changer leurs habitudes, etc. Donc, c'est un cas qui est intéressant. En tout cas, les deux communautés peuvent fonctionner en fonction, bien sûr, de la cible et de comment c'est organisé. Également, ils ont énormément de leads et d'intervenants. Ce sont donc les leads et intervenants qui vont faire les meet-up. Alors, organisés, chapeautés par une équipe de collègues. Il y en a une qui est là, coucou Léa. Et donc, du coup, qui coordonne les différents meet-up qu'il peut y avoir, essayer de, de mobiliser les différents leads et intervenants en fonction des thématiques qui pourraient être intéressantes à tel moment ou à tel moment. Également, comme je vous disais, la gamification, elle venait pas de nulle part du côté de la partie gaming. Et ben, la gamification, il l'avait déjà lancée et également, il faisait des récompenses. Alors, les récompenses qu'il faisait étaient plus euh, il n'y avait pas cet aspect de goodies à la base. Ils avaient, même si les goodies étaient demandés par les leads principaux, étaient proposés par les leads principaux, leur système de gamification leur permet plus de donner des journées. C'est des journées sur lesquelles on propose notamment aux personnes qui sont en mission, de ne pas aller en mission, mais de ne pas être en congé non plus. Ça leur permet d'aller soit sur des conférences et donc du coup continuer à, activer leur curiosité et pourquoi pas faire un retour dessus. Mais et donc du coup, et pourquoi pas aussi prendre du temps pour créer des nouveaux meet-up et proposer de nouveaux formats. Euh, la dernière chose qui ont notamment les top le coût des journées. Ouais, le coût des journées, c'est hyper intéressant. Curieusement, euh, les journées ne sont pas toutes utilisées. C'est un cadeau enfin, il y a une proposition de journée, mais toutes les journées ne sont pas forcément prises par toutes les personnes qui organisent. C'est un petit peu en fonction des besoins et en fonction de ce qui est proposé au fur et à mesure de l'année. Et la dernière chose qui est importante pour cette communauté en termes d'organisation, pour moi, c'est tout ce qui va être le système de récompense. C'est-à-dire qu'en plus du système de gamification, pour ceux qui s'investissent le plus dans les communautés et qui font le plus donc de meet-up en tant qu'organisateurs, ils ont cette possibilité d'avoir des primes, d'avoir des journées supplémentaires, d'avoir des formations supplémentaires. Donc, il y a un très gros package qui est proposé, qui est hyper intéressant pour les personnes qui s'investissent le plus et qui s'investissent aussi dans la durée, parce qu'il y a dorénavant donc des formations ou des avantages qui s'acquièrent avec le temps. Il y a une grosse incentive à participer, quoi, au final. Oui, exactement. Ok. Est-ce que tu pensais passer à la suite à ce moment-là ou pas? Tout à fait. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on fasse, avant Ouais, de passer un petit peu sur le côté points clés, apprentissage, etc., c'est qu'on fasse un petit récap de, ouais, pour toi, quels sont les gros piliers, parce que du coup, aujourd'hui, on est là pour apprendre quels sont les moyens à mettre en place pour créer de l'engagement dans une communauté. Donc là, on a vu les communautés métiers et, et la communauté de gaming que tu fais. Donc, oui, en gros, ce que vous mettez en place, si j'essaye de résumer pour tout le monde, on a une arborescence d'organisation avec toi qui gère la communauté et des ambassadeurs, si je puis dire, oui, tout à fait. qui seront en dessous de toi. Puis, un système de gamification pour justement donner des récompenses aux membres qui vont venir participer, que ce soit dans la communauté métier ou dans la communauté plus loisirs Tout à fait. et un système du coup, de récompense avec cette gamification pour récompenser non seulement les gens qui participent, mais les gens qui organisent. C'est ça. Ça, c'est vraiment spécifique aux communautés métiers. Mais les Ok, communautés métiers, c'est pas forcément moi qui les chapeaute. Moi, je chapeaute vraiment l'aspect gaming. ouais. Et l'aspect communauté métier, c'est un service, c'est le service de mes collègues, mes homologues côté communauté métier.
Et d'ailleurs, il y a une nouvelle communauté qui s'est faite il n'y a pas longtemps, c'est une qui est tournée autour du sport, qui est une nouveauté qui peut être aussi hyper intéressante et qui va se rapprocher un petit peu plus, je pense, hormis sur les formats meet-up qui sont purement des meet-up comme les communautés métiers, je pense, sur tout ce qui va être action, donc faire du sport, je pense qu'on va se retrouver sur des problématiques un peu similaires à ce qui peut être fait sur la partie gaming, à la différence que le sport, et ben souvent, il faut quand même une proximité physique, même s'il y a des possibilités que de Ouais, faire des choses en ligne, notamment avec des Strava, etc. C'est OK. qui a déjà été proposé et qui marche plutôt bien d'ailleurs. Euh, pour, la, pour, pour donner un ordre d'idée, on a déjà fait une organisation où on a lié les communautés gaming, sport et métier pendant 2 semaines. On a profité des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques d'hiver pour faire les Jeux Olympiques, je mets des énormes guillemets, de l'entreprise, sur lequel on a mis des compétitions, que ce soit sur des jeux fun ou que ce soit sur des jeux un petit peu plus hardcore, e-sportifs, comme je parlais tout à l'heure, sur lequel qui faisait gagner des médailles. Également des médailles sur la partie sport, qui a fait un énorme carton de la partie sport pendant ces Jeux olympiques. Et la partie communauté métier qui avait proposé donc une soirée à quiz à thème et des quiz quasiment tous les jours sur la période. Et on a eu, en tout cas sur la réunion des trois, ça a fait un super carton. Et une de celles qui ressort le plus, c'est la partie notamment sport dans les agences qui a super bien fonctionné. Alors, avant qu'on passe du coup maintenant à tes apprentissages, aux points clés que tu veux nous sortir justement de ces communautés, etc., euh, je vais remettre l'église au milieu du village. Aujourd'hui, du coup, on est là pour parler d'engagement de communauté au service d'un objectif business d'une entreprise. Oui, Donc, j'ouvre cette boucle-là pour rappeler à ceux qui sont là dans le live aujourd'hui et ceux qui regardent le replay que tout ça, ça a l'air super fun, etc. Mais on a quand même des objectifs business derrière. Ça reste une entreprise. Et du coup, bon, là, vous allez comprendre au fur et à mesure que Loïc va déballer la suite. Mais justement, oui, ça a une réelle utilité de mettre tous ces trucs en place d'engagement pour avoir des résultats sur le business pour Extia. Donc, je te laisse peut-être dérouler sur la suite parce que là, on va commencer à rentrer dans le dur un petit peu. oui. Mais effectivement, c'est très porté business. Enfin, il y avait vraiment il y a à la fois l'aspect passion qui rentre en jeu quand on crée ce genre de communauté, mais il y a encore plus le côté business de se dire on va attirer et fidéliser des collaborateurs, notamment en les engageant, en passant des moments en commun. Tout ça pour nous amener un petit peu une sorte de comparaison qui est peut-être, c'est un petit peu ma vision que représente la communauté métier, que représentent les communautés gaming au sein de l'entreprise, notamment de la perception des participants. C'est que sur les communautés métiers, on parle souvent d'experts ou j'ai mis le mot curieux parce que les personnes qui vont participer au meet-up, il y a ceux qui vont faire le meet-up et donc qui vont s'investir pour créer une présentation de qualité et qui sont considérés comme les experts. Et les curieux, ça va être tous les participants, mais les participants, ils vont juste être là pour venir assister, majoritairement en ligne, à ce que propose l'expert. Et en tout cas, c'est pour moi très institutionnalisé au sein de l'entreprise. Ce côté, on va valoriser les personnes qui se mobilisent à la fois sur la création des contenus et des meet-up, et à la fois des personnes qui vont s'investir en participant tout simplement, parce qu'ils se forment notamment et qui créent de la valeur pour plus tard, je mets des guillemets, pour l'entreprise. À l'inverse, la communauté métier et la communauté gaming, pardon, il y a une perception qui est très c'est pour les compétiteurs, c'est pour les geeks, même si je ne suis moi personnellement pas convaincu je suis pas convaincu de ça, parce que certes, ma cible, ce sont les joueurs, mais ce n'est pas que les joueurs. C'est pour ça notamment qu'on a créé les nouveaux types de formats qui sont plus sur des formats plus fun et qu'on essaye de faire de plus en plus de quiz, de blind tests, etc., qui correspondent au final. Moi, je considère que n'importe qui peut jouer à un blind test ou peut jouer à un quiz si la personne elle aime
simplement elle aime passer du temps un peu collectif Ça rentre dans l'aspect et du jouer. jeu, mais pas forcément jeu vidéo, quoi. Exactement. Et ça, il y a de la difficulté à faire adopter ça sur l'ensemble. Tout le monde pense qu'on fait que du League of Legends ou que du jeu hardcore. Non, il y a aussi autre chose, notamment je parlais du JDR, c'est tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont pour du partage et pas forcément pour la compétition. La cible qui va être plus prioritaire, par contre, pour les communautés métiers, ça va être tous ceux qui vont être très curieux, qui vont aimer apprendre des choses, se former globalement et aimer apprendre. Pour ce qui est des communications, je vous le disais tout à l'heure, communauté gaming, c'est quasi essentiellement sur du Discord. Et on ne peut pas se permettre de communiquer sur absolument tout ce qu'on fait. Parce que je vais vous le montrer tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont proposées chaque année. Et si on communiquait sur absolument tout, ça deviendrait impossible à suivre. Tandis que sur les communautés métiers, on est plus sur l'utilisation d'une plateforme interne pour pouvoir communiquer, sur les news qui sont envoyées lors des mails d'info news, l'utilisation du Slack et l'utilisation de Livestorm, c'est là où sont proposés les meetups. Si vous ne connaissez pas Livestorm, je pense que c'est un super outil pour pouvoir faire là un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, des formats un petit peu meet-up de présentation. Ça, c'est plus sur le cas où euh, il y a plus quelques personnes simplement qui vont faire une audience, une présentation, et peut-être un petit peu moins sur de l'interaction avec toutes les différentes personnes qu'il pourrait y avoir sur la présentation du meet-up. Et côté gaming, donc je disais Discord, les plateformes internes on utilise un peu, mais c'est vraiment l'endroit principal, ça reste le Discord. Et par contre, l'utilisation de Twitch pour pouvoir diffuser des parties, ça a beaucoup de valeur, que ce soit pour nous donner de la visibilité sur l'extérieur, mais aussi parce que ça crée de la valeur ça crée de l'engagement en interne d'utiliser le Twitch, parce que euh, c'est un petit peu comme si vous êtes en train de faire votre partie de squash et puis il y a quelqu'un qui est derrière en train de dire oh là là mais quel superbe beaucoup, et puis ensuite derrière vous pouvez voir le replay de ça, et ça a mine de rien Twitch ça marche super bien. C'est presque un cadeau que font les personnes qui castent aux personnes qui sont en train de jouer, et ça a beaucoup, c'est hyper intéressant. Pour ce qui est du format, donc je vous le disais, les communautés métiers, c'est des meet-up ou des événements physiques. Et c'est généralement, on s'adresse à une audience. À l'exception de quelques événements qui sont très collectifs, qui sont des événements vraiment ponctuels dans l'année, c'est vraiment, je viens en tant qu'expert, en tant que lead, pour pouvoir proposer mon expertise, et donc je prépare mon contenu, donc c'est ce que font les leads, et je le diffuse je l'adresse à mon audience. Ils n'ont pas cette notion d'aller nécessairement chercher du monde ou jouer aller chercher de l'humain derrière. Même s'ils peuvent avoir cette notion-là en tant que lead quand ils sont expérimentés, ça demeure pas leur priorité. Leur priorité, c'est de créer du contenu, et ils sont valorisés pour cela. À l'inverse, pour ce qui est du côté gaming, donc on a peut-être moins besoin de créer du contenu, puisque le contenu, c'est créer des événements, c'est créer des tournois. Et c'est vrai que ça peut se faire relativement rapidement de créer le tournoi, en tout cas le format du tournoi, ou de créer tout ce qui va être nécessaire pour la bonne organisation du tournoi. Mais ça ne nécessite pas une armée de personnes pour pouvoir le faire. Il y a besoin généralement de une ou deux personnes pour pouvoir créer un tournoi, créer un événement. Par contre, la plus grosse difficulté qu'on va avoir, c'est que il faut qu'on aille chercher du monde pour pouvoir jouer avec nous. Une communauté de jeu, il faut qu'il y ait des participants, mais pas des participants qui sont passifs, entre guillemets, comme une audience. Il faut des participants qui sont actifs parce qu'ils doivent jouer, parce que si on n'est pas suffisamment pour jouer, il n'y a pas de communauté globalement de jeux vidéo. Et donc, c'est ça la difficulté que vont avoir notamment les leads qu'on va avoir les communautés gaming, c'est que leur mission, ça va être de coordonner et d'animer de l'humain. Ce qui crée pour moi une certaine difficulté, parce que on demande en fait à créer des community builders sur leur étage. Et pour moi, tout le monde ne peut pas forcément être community builder. Il y a un petit côté, enfin, tout le monde peut l'être si on applique vraiment à la lettre plein d'astuces, etc. Mais il y a quand même un côté inné d'aller chercher des gens à répétition qui peut,
il y en a qui n'arrivent pas à tenir la distance d'aller chercher ces gens et d'animer de l'humain tout simplement. Et malheureusement, cette activité, comme il n'y a pas une expertise, comme c'est assez flou, comme beaucoup de choses RH au passage, c'est assez peu valorisé, c'est assez peu connu. Une personne qui est le capitaine d'une équipe dans son agence n'est pas forcément connu, alors qu'un lead qui est dans une agence, il est toujours reconnu en comparaison des deux communautés. Si je puis me permettre, Et une petite précision là-dessus, capitaine d'une oui, équipe, on peut dire capitaine d'une équipe, de jeux vidéo, oui, et un lead, c'est un ambassadeur, quelqu'un qui va créer du contenu, organiser des événements et tout ça, quoi. c'est oui, Il y en a un qui gère l'événement et l'autre qui gère plus les humains qu'il y a dans l'équipe, c'est quoi. ça. Ouais. On va dire ça, oui, globalement, Pour ça va être pour ça. pour vulgariser. Exactement. Mais par contre, l'objectif principal de ces deux communautés, elle reste identique et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs maintenant en commun, hein, c'est-à-dire que le service dans lequel moi j'interviens, c'est le service des communautés dans sa globalité. Et donc, on cherche à engager par de l'action, que ce soit en formant ou en échangeant avec ses pairs. Donc là, c'est de l'engagement par de la transmission côté métier. Et moi, c'est de l'engagement via de la cohésion ou de la création de liens entre les gens. Parce qu'on va créer enfin, euh, je pense qu'il y a plus de difficultés de créer des notions d'amitié ou de connexion intense via les communautés métiers, alors que le communauté gaming, on a cette capacité-là. Il y a des personnes qui sont devenues des amis, qui sont croisés, enfin, qui ont créé des moments pour se rencontrer. Je pense que c'est un petit peu moins le cas pour des leads côté communauté métier, même s'il y a toujours ce plaisir de se réunir ou de se voir ensemble. D'ailleurs, ils le font une à deux fois par an, de réunir tous ces leads pour créer cette fameuse cohésion. Les personnes se connaissent naturellement un petit peu moins que de jouer toutes les semaines ou quasiment tous les jours ensemble. Pour continuer ces comparaisons entre communauté métier et communauté gaming, donc les années de lancement, il y a quand même un peu plus de maturité côté métier que gaming, donc du coup, il y a peut-être des éléments qu'il faut prendre avec des relatives pincettes. Notamment, ce qu'on peut quand même voir, c'est que le nombre de soirées qui sont organisées par année, au niveau des communautés métiers, comme il y a une création de contenu qui doit être constante, il y a 127 événements, ce qui est déjà hyper intéressant de pouvoir proposer autant d'événements. Et vous l'avez vu, côté gaming, il y a 389 événements. Il faut se rendre compte qu'on a réussi à faire plus d'événements ou de rendez-vous euh, que de jours dans l'année avec la communauté gaming. Alors ça s'explique parce que une personne qui joue à un jeu ne jouera pas forcément à un autre jeu. Et en fait, même des personnes qui vont faire un match en particulier, ils vont, enfin, ça crée vraiment des connexions hyper tentaculaires. Alors ça va être mon record, je pense, un peu absolu hein, de l'année 2025 qui a été, elle a été super en termes de chiffres pour moi. Cette année, clairement, j'atteindrai pas ces résultats-là, mais ça donne l'idée d'à quel point une communauté peut être engagée. Au niveau du nombre de participants, les communautés métiers, il y a plus de participants uniques que la communauté gaming. Je pense que c'est encore notamment la maturité des communautés métiers par rapport à celle du gaming qui joue, et aussi le fait que c'est beaucoup plus simple pour des personnes qui ne sont pas habituées au jeu de parler des communautés métiers plutôt que de parler de la communauté gaming sur lequel il y a toujours cet aspect, je vous le disais, de vision geek. Les personnes qui participent aux communautés gaming, c'est des geeks, c'est des compétiteurs. Ce qui, moi, j'essaye de me battre, entre guillemets, pour essayer de casser cette image-là, mais on reste quand même sur ça. À noter que euh, on a quand même pas mal de personnes en interne qui participent, mais on a une très forte proportion de personnes qui ne sont pas internes à l'entreprise côté gaming. C'est notamment lié parce que les alumni, donc les personnes qui ont quitté l'entreprise, continuent de participer très activement. Quand ils ont été très actifs au sein de la communauté gaming, ils continuent de le rester et ils continuent d'avoir un lien avec l'entreprise malgré leur départ et ils continuent d'avoir une bonne image généralement de cette communauté et de continuer à la faire vivre. J'ai des personnes qui, ça fait 2 ou 3 ans, qui ont quitté l'entreprise, ils continuent de s'activer énormément pour fluidifier, animer de l'humain alors qu'ils ont plus rien à gagner, si ce n'est que de passer du bon temps ensemble. Et on a également ce système de plus un qui amène à créer de la visibilité extérieure sur notre entreprise, puisque des collègues de nos joueurs viennent par participer à des soirées.
Au niveau du nombre de participations, même s'il y a eu plus de participants uniques au niveau des communautés métiers, il y a eu quand même plus de participation du côté du gaming. C'est notamment lié à enfin, il y a quand même beaucoup plus d'événements qui ont été organisés. Donc du coup, c'est ce qui explique un petit peu cela. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la moyenne de participation par participant en 2025, c'est qu'il y en a eu à peu près 6 de moyenne pour. Donc c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font qu'une à deux soirées par an sur un tournoi Mario Kart qui se fait une à deux fois, sur une soirée quiz sur lequel on met un petit peu plus de visibilité. N'empêche, le maximum de participation d'une personne, c'est 98 dans l'année. 98, c'est quasiment un jour sur trois. Enfin, je n'ai pas la date, j'ai pas la data exacte, mais c'est quand même énorme le nombre de participations sur une année. Elle est aussi énorme pour les communautés métiers. La personne qui a le plus participé a énormément participé. Ce qui est encore plus, pour moi, ça marque l'engagement que peuvent avoir les collaborateurs quand ils ont une communauté qui leur parle. Parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui ont fait le max 83 de participation sur les communautés métiers, mais ça montre que la personne, elle était curieuse de tout et qu'elle avait envie de ne rien rater sur ce qu'on pouvait lui proposer. Et aussi à noter le nombre de leads, ce qu'on peut considérer comme leads côté métier et côté gaming. Il y a quand même beaucoup de leads côté communauté métier. Je me demande si ce chiffre n'a pas également encore augmenté. Côté gaming, on est un peu moins de leads. Et ça s'explique aussi à une rotation de leads qui est très importante côté gaming, parce que animer de l'humain, ça épuise pour moi beaucoup plus que de créer du contenu à un instant T. Ça, c'est une vision que j'ai un petit peu. C'est peut-être pas Que je forcément vrai. partage. Que tu partages, ouais. Et ouais, animer de l'humain. Il y en a qui disent ouais, je suis chaud pour gérer une équipe, ouais, je suis chaud pour gérer une communauté de jeu, un jeu en particulier. Il y a, ils le font pendant 3-6 mois, et à 3-6 mois, il y a une personne sur deux, je pense, qui abandonne parce que aller chercher les gens, bah, c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Je pense C'est que. d'ailleurs, Pardon, oui, finis ta phrase. j'allais dire, et je pense que c'est ce que je disais, c'est pas donné malheureusement à tout le monde que d'avoir la capacité de revenir sans cesse pour aller chercher et pour pouvoir animer Ouais, clairement. globalement. Qu'est-ce que Je tu pense allais dire, toi? que ouais, j'allais profiter d'une passe décisive de Pascal dans le chat qui nous disait haha, les salariés ne bossent plus. Et je pense que ça peut être une bonne passe décisive Et pour que tu nous parles de tes apprentissages et un petit peu des secrets de ta réussite, de qu'est-ce qui a fait selon toi que tu as réussi à avoir un bon engagement et quels sont tes apprentissages par rapport à tout ça. Euh, est-ce que justement on a constaté que les salariés ne bossaient plus ou est-ce que alors, justement tu pourras nous reparler du Great Place to Work, etc. euh, c'est vrai que j'en avais pas reparlé, pour j'en qu'on ai ait un pas peu le parlé temps dans pour la les questions présentation, après. mais ils bossent puisque tout ça, c'est dans leur temps perso. Que ce soit les communautés métiers, c'est entre midi et deux, ou c'est à partir de 18h, si je me trompe pas. Léa, si tu es toujours dans le coin, n'hésite pas à me le dire. Et la communauté gaming, la, la- l'heure de base de ce qu'on propose, c'est à 21h. On l'a fait 21h parce que les parents, généralement, il y a toujours des parents qui sont gamers, hein, Quand moi les je enfants serai sont couchés. bientôt parent et gamer, et ben, il faut attendre que les enfants soient couchés, donc du coup, on essaye d'éviter de tout ce qui se fait avant 20h30. Donc du coup, l'heure de base de Xia Gaming, c'est 21h. Donc toutes les activités dont je vous ai parlé, c'est du 21h, 23h, voire à minuit sur les événements de l'année. Après, il y a des exceptions. Mais la majorité du temps, c'est pas sur le temps de travail. Par contre, ce qui est fait sur le Discord en termes de messages, ça, je ne peux pas vérifier à quelle heure sont envoyés tous les messages. C'est plus de mon ressort. En tout cas, moi, ce que je pense qui a fait ma réussite au niveau d'Exia Gaming, c'est notamment la capacité d'aller chercher du contact direct. Euh, Ça, c'est peut-être le côté recruteur qui parlait encore, qui parle peut-être encore toujours. Il faut être présent pour moi sur le terrain, il faut créer de la connexion, du contact direct. Une personne qui ne connaît pas des gens au sein de l'entreprise, ou qui n'a pas ce premier lien avec une personne, aura toujours beaucoup plus de difficultés, selon moi, à intégrer une communauté. Et c'est pour ça que essayer de casser cette barrière
soit en allant au contact d'eux directement, soit en les appelant, ou en tout cas trouver un moyen de créer cette première connexion, ça marchera toujours plus que de lui envoyer un mail ou d'envoyer une communication qui sera pour tout le monde. En tout Un cas, premier ça, c'est contact une force. réel, dans l'onboarding, C'est quoi. ça. Et ça, c'est ce qui a fait ma force, notamment sur les tout début, parce que toutes les personnes qui ont, au début, on a envoyé un sondage pour dire est-ce que vous êtes intéressé, et toutes les personnes qui me paraissaient pertinentes, pof, il faut absolument que toutes les personnes ont été appelées, C'est vrai que une par une. Pascal nous disait que, bah, là, en effet, on parle de tous les gens qui vont rejoindre, avec le contact direct, ouais, mais tu as aussi le noyau dur, les 5 qui sont déjà là, mais comment tu les Le, traites différemment ceux-là? le noyau dur, ça, c'est un petit peu ce que. Alors, je sais pas s'il y en a qui sont familiers des changements de coteur, c'est du truc très RH. Cette notion pour essayer d'améliorer un changement, c'est de dire, enfin, ils ont fait une théorie sur les alliés. La théorie des alliés, c'est que il y a 5% des gens qui vont quasiment quoi qu'il arrive vous suivre dans un changement. C'est pas forcément toujours les mêmes, mais en tout cas, vous avez déjà une base qui est quasiment acquise toujours de 5% des gens qui vont croire au changement. Il y a une autre partie des 5%, c'est des personnes qui ne vous accompagneront jamais, quoi qu'il arrive, sur ce changement-là. Ça leur plaira pas, ou c'est des personnes qui ont l'habitude d'être réfractaires au changement. En tout cas, il y a toujours ces 5%, ces 5%. Et 90% du temps, des gens sont dans ce milieu qui vont être peut-être un peu réfractaires, mais qui pourraient se laisser convaincre, ou qui vont être complètement neutres, inactifs, ou qui vont avoir besoin d'être convaincus. Et ça, c'est une des notions que j'ai essayé de m'appliquer quand j'ai créé la communauté, c'est de me dire, j'ai déjà un noyau dur qu'il faut certes alimenter en les faisant devenir ambassadeurs, en essayant de leur donner des responsabilités, etc. Mais l'un de mes objectifs, c'est pas d'aller chercher, de continuer à aller chercher à répétition mes 5%, c'est d'aller chercher ce 90% et de le faire essayer de glisser, comme dans les méthodes d'accompagnement au changement, pour que cette masse de 90% deviennent des actifs. Et c'est ainsi que des personnes qui me disaient oui, pourquoi pas, peut-être, etc., à force d'aller les chercher, ils étaient peut-être proches de ces 5% de réfractaires, et ben finalement, ils sont venus, ils ont commencé certains à venir dans la communauté, et peut-être même certains qui faisaient partie de ce bloc sont devenus des vrais actifs, alors qu'ils ne l'auraient pas été sans ce côté d'aller chercher ce noyau dur avec les contacts directs. Carrément, Et enfin, la euh, récurrence. la récurrence. Si vous avez un noyau dur, mais que vous ne créez pas de récurrence, ça ne fonctionnera pour moi que très peu. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas de récurrence qui est suffisamment forte, euh, votre noyau dur, il va à chaque fois, vous allez devoir le récupérer. Au final, vous avez un 5% qui est actif, mais votre 5%, et ben même eux, ils vont peut-être galérer parce qu'ils vont pas enfin, parce qu'il n'y aura pas la récurrence nécessaire pour les activer. Donc, du coup, créer des repères qui sont durables et des habitudes, pour moi, pour qu'une communauté fonctionne, il faut le noyau dur et de la récurrence. Et là, je vais reciter mes collègues du sim racing. Le sim racing, c'est pour moi une communauté qui est niche. Quand quelqu'un m'a proposé de dire Loïc, est-ce qu'on peut créer une communauté sim racing au sein de Dexia Gaming, j'ai dit oui, pourquoi pas, parce que c'est une philosophie c'est-à-dire que n'importe qui peut proposer quoi que ce soit sur le Discord ou sur les activités. Mais dans ma tête, je me suis dit, jamais ça marchera, c'est trop niche ce type de jeu. Et ben ils m'ont fait complètement mentir parce que parmi eux, il y avait deux ambassadeurs. Ils ont créé leur noyau dur, et donc il y avait un noyau dur d'une dizaine de personnes. Ils ont créé de la récurrence en faisant 2 soirées par semaine. Et pendant 2 ans, avec un jeu niche, avec une commune, enfin, sur lequel il y a énormément de difficultés à aller chercher des nouveaux joueurs, etc. Et ben, ils ont réussi à faire 2 soirées par semaine et à être là toujours un minimum de 8 personnes à peu près. Et je suis très fier de cette communauté qui était complètement en plus autonome. Donc, moi, ils m'ont demandé des petits tips au démarrage pour pouvoir les aider. Et donc, du coup, ils les ont appliqués comme il fallait, notamment d'aller chercher les personnes et de manière récurrente. Certes, cette communauté, elle s'est arrêtée, mais quand une communauté niche fonctionne aussi longtemps dans le temps, c'est quand même Un hyper, bel je trouve. exemple de réussite, quoi. Exactement. Mais même si elle s'est arrêtée, parce qu'à un moment donné, bah oui, il y a la personne qui quitte l'entreprise, qui a peut-être envie d'aller un peu, enfin, qui en a peut-être marre de cet investissement qui est quand même conséquent. Ouais. Et ben, faut quand même le remercier, même s'il continue pas jusqu'au bout et qu'il y a
Ça va être un des éléments dont je vais parler qui est un peu compliqué peut-être pour moi, c'est euh, le renouvellement des ambassadeurs. Mais tout ça pour dire que ben, il y a des choses qui peuvent. Tout pour moi, avec SimRacing, si SimRacing peut marcher, tout peut marcher s'il y a un bon ambassadeur. Ce que je te, oh là. Ce que Oui, je te propose, Loïc, pardon, ouais, c'est vu que maintenant on a vu un petit peu toutes les réussites, etc., c'est qu'on ouais, passe assez rapidement sur là où ça a ouais, coincé, parce que c'est quand même quelque chose d'important de voir qu'est-ce qui a pu justement gêner un petit peu cette envolée de ces communautés gaming. oui, On va s'y mettre 2 minutes dessus, et après on va prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions ouais. euh, Et qu'on avait dans le chat. je vais aller très vite dessus. Là Ouais. où pour moi ça coince et que ça coince un peu toujours, c'est de convaincre le staff que il n'y a pas que qu'il n'y a pas que du gaming dans le Exa Gaming et qu'il n'y a pas que des geeks et des compétitifs dessus. Et que il y a pour moi, dans la culture d'entreprise, le management a une part clé dans la transmission donc de la culture, mais dans la transmission d'une réussite, on va dire, d'une communauté. S'il n'y a pas une transmission des événements, une transmission des informations, il y a toujours un moment donné où ça va capoter. Et donc, du coup, aujourd'hui, je coince toujours sur le staff pour les convaincre Quand que on parle du staff, on ça, parle de ta hiérarchie, hein. alors, on ne parle pas de ma hiérarchie. Ah Ma ouais? hiérarchie, encore, ça va. Ils ont compris l'utilité. On parle des managers, des consultants, on parle en fait, pour aller toucher le consultant que moi, je n'ai jamais connu. Alors, il y avait une des questions où on était combien dans le groupe. Entre 2000 et 3000 à peu près dans le groupe. Et moi, je ne peux pas me permettre d'appeler les 2000 et 3000 personnes. Donc, du coup, il faut qu'il y ait de la transmission d'informations de la part des managers, des collaborateurs. Et si ces managers n'y croient pas et qu'ils n'utilisent pas le sujet, moi, ça va me créer des complications pour renouveler mon effectif. Et l'autre chose qui est coincée, c'est l'énergie qu'on peut mettre. Enfin, en tant que community builder, je trouve que mon équilibre vie pro vie perso n'a plus jamais existé à partir du moment où j'ai créé cette communauté-là, parce qu'il y avait cette sensation de devoir être présent tout le temps, parce que si la personne qui est la personne entre guillemets euh, visible du Discord qui a créé du lien avec vous n'est pas elle-même présente aux différents événements, bah ça crée pour moi il y a une nécessité d'être présent un petit peu sur tout, et ça veut dire aussi que bah, pendant les vacances, ben, ça s'arrête pas non plus, ça s'arrête vraiment jamais. Ça, c'est une des difficultés pour moi sur lequel ça coince. Et mon plus gros défi, c'est d'avoir des ambassadeurs qui s'engagent sur la durée, notamment bah, à cause de cette notion de faut animer de l'humain, et animer de l'humain, ça épuise beaucoup de personnes, et les turnovers naturels d'ambassadeurs. Et la moindre perte d'un ambassadeur, ça a des répercussions sur une communauté qui est extrêmement forte. Je parlais de Sim Racing, la perte d'un ambassadeur a fait que la communauté s'est complètement, quasiment arrêtée en quelques mois. Ouais, c'est pour ça que c'est important au final d'avoir quelqu'un dont c'est le job, qui le fait bien et qui a la fibre pour ça, pour pas s'épuiser, comme tu disais, quoi. Complètement. Et ça, c'est des petits tips. Faire du zéro effort pour essayer d'impliquer des personnes qui ne sont pas encore ambassadeurs et qui le deviennent, c'est hyper utile. Parce que leur demander de gérer tout de suite une communauté ou de gérer tout de suite un gros événement, directement, il y a cette notion d'effort qui va retenir la personne. Alors que lui dire il n'y a rien à faire, enfin, de lui dire juste rends-moi ce petit service-là, c'est ce qui va faire que ce petit service va entraîner un petit service et qui va amener un potentiel engagement fort. Et il y a toujours besoin, j'en parlais, de cet appui de manager, de la proximité. Ça s'applique surtout sur la partie, mince, en entreprise, mais je trouve que c'est essentiel. Je trouve que c'est essentiel. Une dernière chose que je trouve, je parlais de mon côté syndrome de l'imposteur en tant que community builder, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de formation. Je me suis un petit peu forgé par de l'inné, parce que je me disais que c'était une bonne idée, par la répétition de choses. Et pourtant, avec le recul, bah, je mobilise toujours pas toutes les compétences dans l'expertise, mais en tout cas, dans la globalité, j'utilise toujours des statistiques
s'il y a des collègues qui sont à côté, enfin qui sont là, pourraient vous dire à quel point mes tableaux Excel c'est de la folie d'automatisation et j'adore ça, hein, c'est toujours un truc que j'adore, toucher aux chiffres. Le côté RH recrutement qui m'aide énormément pour aller chercher du monde, les techniques de recrutement, bah, elles sont toujours utilisées. Et l'animation, le fameux animateur enfant, et ben en fait, il est en train de se faire kiffer parce qu'il est en train de faire l'animation adulte. Et en plus de ça, ça m'a fait continuer à découvrir de nouvelles compétences, notamment la communication interne. C'est quelque chose auquel je touchais au final assez peu, si ce n'est dans des notions un peu de RH, mais ça devient quelque chose de beaucoup plus intéressant et j'ai même besoin d'aide sur ça, parce que j'ai des collègues qui sont bien meilleurs que moi sur de la communication interne, mais c'est quand même quelque chose qui est inhérent au poste, entre guillemets. Le management, et là, je considère que le management, c'est le niveau hardcore du management parce que pour moi, le management d'une équipe, c'est déjà dur. Et le management d'une communauté, et ben en fait, quand on a un ambassadeur et qu'on est en train de le manager, je mets des énormes guillemets là-dessus, et ben c'est très difficile de lui donner des objectifs. C'est très difficile de l'objectiver plus que ce qu'il va avoir envie de donner, ce qu'il va avoir envie de donner. Et s'il a envie de partir, et ben on n'a pas forcément une équipe de recrutement qui va le remplacer. Et donc du coup, on est sur du management d'équipe sur lequel on n'a pas forcément de moyens de, si on a besoin que la personne aille un petit peu plus loin, on ne pourra jamais la forcer à aller un petit peu plus loin, on ne pourra jamais la faire monter nécessairement en compétence si la personne n'a pas envie. Et en plus de ça, je parlais de la gamification, etc. La majorité des personnes qui utilisent la gamification et qui gagnent le maximum de points, ils font pas ça pour les points. Ils font ça parce que ça les fait kiffer. Et donc, du Ouais. coup, même les objectifs et les systèmes de valeurs, etc., ça joue un remerciement, mais c'est très difficile de donner comme objectif. Ah, il te reste X points pour atteindre le dernier palier, vas-y, tu peux le faire. Ça marche, mais c'est pas un atout principal comme pourrait l'être pour un commercial. Ah bah fais ça, fais cette action-là, ça va te permettre de débloquer des primes à la fin de l'année. Et Carrément. enfin, je disais que j'étais un fan de jeux vidéo. Pourtant, je ne touche, enfin, je, idem que syndrome de l'imposteur, que sur le community building, mon expertise dans le gaming, elle a dû augmenter, mais significativement, parce que je touchais certes à certains aspects de l'e-sport. J'avais une bonne connaissance générale parce que j'ai une bonne connaissance générale du milieu, mais ce n'était qu'une petite fibre. Il a fallu que je crée mon réseau gaming, il a fallu que je m'informe beaucoup plus sur ce qui se faisait en termes de gaming. Enfin bref, c'est mes compétences sur la partie gaming, sur la partie création de contenu, elle a aussi diamétralement augmenté. Bah, excellent. Et voilà un petit peu pour l'ensemble de ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors il y avait des questions, c'est ça? Ouais, c'est ça, on va passer un petit peu aux questions. Je vais prendre les 3 que j'avais vus dans le chat, pendant, mais peut-être pour ceux qui sont, déjà enfin qui sont encore là avec nous, est-ce que vous avez des questions, qui subsistent, à nous poser? Et sinon, on enchaînera sur les questions qu'on avait dans le chat, si Là, vous je voulez vois les remettre. Là, je vois le dernier message de Pascal. Je trouve ça intéressant parce que je suis d'accord avec lui. En fait, le management de communauté, il est plus simple en termes d'humain, mais c'est plus le management, ce que je veux dire. Quand il y a une problématique de management, on n'a pas vraiment de clé pour moi pour y remédier, qui soit aussi facile que dans une entreprise sur lequel on peut facilement remplacer quelqu'un, sur lequel il n'y a pas de cette notion pour moi de remplacement, elle est très difficile, surtout sur cet aspect où aller chercher de l'humain et le faire à répétition, c'est enfin, il y a le côté inné, le côté de je vais aller chercher des gens, je vais animer des gens, c'est pas pour tout le monde, je pense. Et il y en a qui essayent une fois, deux fois, mais qui arrivent vraiment pas à le faire à répétition. Et pourtant, il y a besoin de cette répétition pour le côté community building, je pense. Dis-nous, Pascal, du Ouais. coup. Non, non, mais du coup, c'est elle, hein, mais Ah, c'est pas pardon, moi. Je me disais excuse-moi. Pascal avec un E, je me disais il y avait des chances. Ah, Ah, pardon, non, mais en fait, excuse-moi. c'est vrai que c'est vrai que je pense qu'un bon manager d'équipe avec le mode salarié pur sera pas forcément un bon manager de communauté et inversement. Moi, j'ai testé les Oui. deux et franchement, il y en a un où je suis nulle et un où j'excelle. Du coup, c'est vrai que c'est pas les mêmes enjeux et pas les mêmes leviers. Donc, Oui. mais c'est peut-être effectivement à terme
les 2 peuvent être fatigants dans tous les cas. Dans tous Oui, les cas, voilà, complètement. il y a une fatigue, mmh. Clairement. Est-ce que tu avais une question en particulier? Non, mais juste, bravo, hein, parce que je connaissais pas trop le principe des communes apprenantes au sein d'entreprise. Enfin, moi, j'ai jamais pu tester ça en tant que salarié et je Mhm. trouve que c'est franchement, c'est une très, très belle réussite, hein, ce que vous avez fait, hein. Bah, C'est, merci beaucoup. voilà, je connais personne chez Axia, mais ça donne envie d'aller bosser chez vous. C'est trop chouette. Ah, c'est l'objectif, je crois, donc c'est Et réussi. ouais, en partie, hein. Bon, je suis pas venu ici pour recruter aujourd'hui, hein, mais bon, en tout cas, si ça t'intéresse, les différents meet-up, ils sont disponibles à l'extérieur. Ah Donc, oui, tu disais que vous ouvrez aussi les choses à oui, l'externe? D'accord, OK. tout à fait. Donc, la majorité des meet-up qui sont proposés sont en ligne. Je pense que si tu vas sur le site internet d'Extia, il y a un onglet, il me semble. Alors, je vais y aller très rapidement. Euh, donc, sur le site internet, dans Inside Extia, il y a les communautés métiers, les communautés Extia. Et si elles sont à jour, oh yes, alors elles sont. Il y en a une qui est dépassée, mais par contre, tu as les prochaines présentations qui vont arriver. Donc, je fais de la pub Mais ça, c'est pas un souci pour vous d'ouvrir à l'externe? Ça a jamais créé des problématiques, Mais en fait, sur Livestorm, ça crée pas de problématique. Ah, c'est pas en présentiel, oui, c'est surtout en Oui, visio. et même ça s'est fait en présentiel aussi, fut un temps. Alors, il y a eu le Covid qui est passé par là, et ils se sont calmés sur le présentiel. Mais même avant ça, il y avait des propositions en présentiel. Par contre, il y avait quand même la proportion de gens qui venaient en présentiel, qui ne faisaient pas partie de l'entreprise, était très fine, et c'est Oui. pas trié au volet. Mais au final, c'est des personnes qui étaient vraiment là pour ça et enfin, on n'a jamais connu de problématique. Et pareil, sur la communauté gaming, pour le coup, où il y a beaucoup de gens qui viennent de l'externe, j'ai jamais eu de problématique de personnes qui venaient de l'externe. OK. C'est un petit peu comme de la cooptation, hein, au sein d'une entreprise pour moi. Enfin, quand on invite quelqu'un, c'est qu'on est probablement, on connaît la personne et on sait qu'elle elle fera pas dinguerie entre guillemets, elle fera pas de choses qui vont créer des problématiques. Pour moi, les plus uns sont généralement moins investis, à quelques très rares exceptions près, et vont plus être là en... Ouais, C'est des tu laisses personnes, une porte ouverte au cas où, si jamais ça peut, exactement. amener, OK, ça marche. Et Excellent. ouais, pas de problématique. Là, en tout cas, les plus uns, pour moi, ça marche très bien. Super, merci beaucoup. Merci Pascal. Tant qu'on est sur le sujet des membres des communautés, il y a une question à laquelle tu avais déjà un petit peu répondu, mais c'est combien de collaborateurs avez-vous et combien s'impliquent dans la commu? Donc il me semble que tu nous as dit entre 2000 et 3000 collaborateurs Oui, et en participant unique, environ 900 sur les métiers et combien oui, sur les communautés c'est jeux? 400 environ. 400 environ? On arrive à peu près, quand on fait le cumul de nos deux communautés, on arrive à du 50% à peu près Ok. de À la noter boîte qui que... participe à l'un ou l'autre. Ouais, Euh, enfin, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, mais qui est aussi, c'est un petit peu moins une communauté, donc j'en ai pas trop parlé. Il y a une sorte de communauté sur des aspects associatifs. ok. C'est pas en fait, il y a une plateforme sur laquelle il y a la possibilité que de pouvoir s'engager dans des associations en fonction des compétences ou en fonction de nos attraits, enfin, de ce qu'on a envie de faire. Et idem, il y a un système de gamification pour cette communauté-là. Et quand on va chercher les chiffres de l'engagement, on va chercher aussi dans les datas ces personnes qui sont engagées pour des associations au nom de l'entreprise, entre guillemets, via la plateforme. Carrément. Et bientôt, on va rajouter tous ceux qui font des afterwork, parce que pour le moment, les afterwork sont comptabilisés, mais un petit peu extérieurs. On va Ok. dire. Et l'âge moyen dans la communauté, j'imagine que c'est l'âge moyen des collaborateurs en fait au final. C'est l'âge moyen des collaborateurs. En fait, je pense que l'âge moyen, il est quand même jeune au sein de l'entreprise. Ouais. Dans les Et je collaborateurs de manière pense, générale, tu veux dire, pas forcément dans la oui, communauté? c'est ça. Ouais, Dans l'entreprise, ça doit être entre 28 et 30 ans, à peu près, je ouais, pense, ou 28 et 35 ans, grand max. Il y a ok. beaucoup, beaucoup de jeunes. Et je pense qu'on est au niveau de la moyenne d'âge de la communauté que j'ai, c'est la trentaine. Ok, On a au final, enfin, les plus jeunes enfin, mettent plus de temps à arriver en fait, les trentenaires, généralement, c'est ceux qui s'engagent le plus. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, qui s'engagent le plus en tant qu'ambassadeur.
En tant que participant, on a un petit peu plus d'âges divers, mais les ambassadeurs ont souvent la trentaine. Ok. Et du coup, une petite dernière question avant qu'on en prenne peut-être une dernière dans le chat si on en a une. Et attends, Dis-moi. je vais faire un petit truc toujours sur les chiffres des âges. Euh, Peut-être que la question, je suis en train de réaliser, elle était liée à est-ce qu'une communauté gaming, c'est forcément une communauté qui a que des jeunes? Mm. Il faut savoir dans les statistiques qui sont sorties récemment, le gamer moyen, c'est une femme de 40 ans. Ah ouais, une femme en plus? C'est une femme de 40 ans, le Ok. gamer moyen. C'est ultra particulier. En fait, quand on y repense, il y a les jeux mobiles. Il y a en fait, tout ce qui va être les Candy Crush, tout ce qui va être euh, tous ces petits jeux-là, quand on met tout ça bout à bout, c'est-à-dire que et les personnes qui C'est vont pas être forcément gamers un ne gros vont jeu jamais se compétitif sur revendiquer. ordinateur, quoi. Voilà, on pense de suite au compétitif ordinateur ou à la console, mais par contre, tout ce qui est mobile, Oui, ou la le monde du jeu Switch, ou des trucs mobile, bien plus familiales. ah ouais, non, mais c'est Ouais. clair. Et donc, enfin, c'est les datas, si vous avez envie de regarder ça, c'est pas un reportage, mais il y a des dossiers qui sont sortis dessus. L'âge moyen d'un gamer, c'est une femme de 40 ans. Enfin, la personne principale, c'est une femme de 40 ans, à peu près pour. Je trouve ça, enfin, je trouve ça rigolo. Et donc, du coup, il faut sensibiliser à ça. Ouais, carrément. Un, le jeu vidéo n'a pas d'âge, sauf peut-être sur une génération de nos grands-parents, ou Ouais. voilà. Mais et deux, enfin, il n'y a pas que du geek, il y a de tout Ouais. dans la communauté gaming. Et c'est une de mes croisades, c'est de dire aussi, il y a du jeu, je vous dis n'importe quoi, si vous voulez, on se fait une partie de Scribble tout à l'heure. On va faire c'est un dessiner, c'est gagner Scribble. Et ben on est déjà sur du jeu et on va s'éclater, quoi. Ouais, Voilà. carrément, ou même un Scrabble ou un Uno en ligne, ça reste, c'est Ah aussi, ouais, tu vois. ça. Ok, et du coup, on avait une question sur les plateformes. Est-ce que vous avez regardé, comparer d'autres outils qui feraient pareil que Discord, donc comme Slack ou d'autres services un peu similaires, un peu plus corporate, ou est-ce que vous êtes juste allé instinctivement sur Discord? Euh, On est allé instinctivement sur Discord parce qu'en fait, faut se rendre compte enfin, que les joueurs vont de manière. Avant même qu'on leur dise faut aller sur Discord pour participer à la communauté, la très grande majorité d'entre eux sont déjà sur Discord pour jouer avec leurs potes, avec leurs tes amis, avec 5% de leurs noyau dur, comme connaissances. tu disais, qui sont les plus engagés, les plus importants pour toi, sont déjà là-bas, quoi. Et ils sont déjà là-bas. Donc en fait, j'ai pas besoin de créer une habitude pour leur dire venez sur ma plateforme et de créer l'habitude de les faire venir régulièrement sur la plateforme. En fait, ils sont déjà sur la plateforme. La seule habitude que je dois leur créer, c'est de leur dire il faut que vous veniez sur mon serveur Mm. et pas sur entre guillemets sur un autre. Ce qui est une difficulté aussi, c'est de créer cette nouvelle habitude. C'est pour ça que je parlais de récurrence. Et donc créer ce format de récurrence qui permet à ce que les personnes vont venir régulièrement sur le Discord, continuer à échanger ensemble, continuer à faire des événements ensemble. Pour Pascal expliquer qui souhaite de rapidement, nouveau Ouais, intervenir. avant qu'on se quitte et qu'on aille dis-moi. manger, j'avais une question là. Votre direction là, enfin tes Oui, directeurs, c'est quel est leur tempérament pour qu'ils aient mis ça en place il y a des années et qu'ils le perpétuent, qu'ils t'aient recruté, enfin que voilà, qu'il y ait des postes alloués pour animer ces communautés. Enfin, c'est quand même pas tous les dirigeants qui pratiquent ça aujourd'hui, hein. Enfin, je sais pas combien en On est France, d'accord. si vous connaissez d'autres boîtes qui font ça. oui, C'est je plutôt connais rare, mais d'autres. Alors, mon poste, il est, enfin, celui côté vraiment, enfin, gestion de communauté gaming, j'en connais pas d'autres qui font ça de leur plein temps, parce que moi, au début, au fur et à mesure du temps, je suis passé c'était une partie de mon travail, et maintenant, ah c'est mon oui, travail à temps plein. ok. Et ça, j'ai pas trouvé d'autres personnes qui faisaient Non, ça non, de je pense que manière tu à dois être temps le plein. seul en France à avoir ce métier. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, la philosophie de la direction, la personne qui a créé l'entreprise, qui s'appelle Arnaud Frey, c'est donc le fondateur. Quand il a créé l'entreprise, enfin, il avait été lui-même consultant dans une entreprise de consultant en informatique. Et donc, du coup, il avait vu à quel point il n'y avait pas cet aspect euh, de créer du lien, etc. Cet aspect, enfin, tout ce qui va être Great Place Work, il l'a fait bien plus tard. Mais en tout cas, il s'est inspiré alors, je me souviens plus des lectures sur lesquelles il s'est inspiré, puisque ça, sur le site internet, il y a l'information, je crois, du bouquin en question, de l'auteur en question, qui dit qu'une personne enfin, va être beaucoup plus engagée avec cette fameuse création de lien
plus on se sent bien dans son poste, plus on se sent bien, et donc du coup, plus on va être performante sur le travail. Je crois que c'est un petit peu ça, cette notion-là. Et il a voulu instaurer ça, il a instauré ce fameux d'abord qui ensuite quoi dont je parlais tout à l'heure, et instaurer cette philosophie où il faut donner, entre guillemets, pour le collectif. Alors, c'est la philosophie du directeur. Création en 2007, et pour la comparaison que j'aime bien, c'est que 2007, c'est la période où on a les suicides du côté de Bouygues, si je ne me trompe pas, ou de France Télécom. France Télécom, Donc, ouais. voilà, c'est ça. Donc, les suicides de France Télécom, c'est la même période que la création de l'entreprise dans laquelle donc, je fais partie, qui, elle, était profondément tournée vers l'humain. Alors, aujourd'hui, c'est quand même plus en vogue d'être tourné sur l'humain pour essayer d'attirer et de fidéliser des collaborateurs. Mais quand on a une entreprise qui fait ça depuis sa création dans une période où ce n'était pas du tout la priorité, parce que quand je faisais mes études de RH, on nous a montré les vidéos des personnes qui sortaient d'études en même temps que nous, mais dans les milieux des années 2000, on n'est pas sur la même ambiance. Non, c'est clair. Donc, Ouais, donc ils ont continué, quoi. oui, Ils n'ont jamais arrêté. c'est ça, Ouais, c'est top. exactement. Ok. Excellent. Et bah écoute, est-ce qu'on a des dernières questions à prendre qui sont arrivées avec tout ça? Ça t'a plu finalement? Ah, mais moi, ça m'a toujours plu. Moi, j'aime bien l'exercice. C'est juste que je dis, genre, j'ai fait ça tellement à l'instinct, entre guillemets, à me dire ça, c'est peut-être le bon moment, ça, c'est peut-être que du coup, peut-être que j'ai fait que des trucs. Et ça se trouve, quelqu'un qui aurait été compétent aurait complètement détruit Mais, le truc. mais Alors, tu es très ce dont je compétent. suis sûr, c'est que j'ai une fibre, ça je sais que je l'ai, parce que je pense l'avoir un peu toujours eu, mais tu m'enlèves cette fibre-là, peut-être que j'ai fait que des bêtises, tu vois. Mais ça a Peut-être que marché. j'aurais été beaucoup mieux, mais Ça a ça marché. Et marche, regarde, tu as Pascal aujourd'hui qui ne travaille pas dans ton entreprise et qui a envie de venir travailler dans l'entreprise. c'est clair. Donc l'objectif principal de la communauté est réussi. Et ça a super bien marché. Il Ok, y avait une question, donc les événements se font hors de temps de travail, donc oui, ça c'est ouais. le cas. Je crois que Tac, tac, globalement, tac. j'avais noté toutes les questions. On a répondu un petit peu à tout. Mais du coup, ça peut être le moment pour nous de remercier tout le monde d'avoir été là. On va faire. Attends, tu sais quoi? Je vais essayer un truc. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais m'adresser aux note-takers. On note des Ajouter, cartes. ajouter dans le compte-rendu de la réunion. Merci d'avoir été là, les note-takers, à la place de vos personnes. Ok, et bah du coup, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir été là, c'était cool pour ce premier live. Et puis merci Euh, pour l'invitation aussi, parce que bon, il y a eu un message qui a envie de faire une présentation. J'ai fait bon, pourquoi pas si vous voulez. Mais en tout cas, merci de m'avoir fait confiance sur la présentation. Ouais, mais carrément, avec plaisir, c'était vraiment cool, vraiment très intéressant comme sujet. Et donc là, normalement, on va essayer de rattaquer avec un rythme à peu près de un live par mois sur les live community tips. Donc, je vous dis restez branchés. Et puis on se voit la prochaine fois. Merci Loïc. Merci, merci à toi. Allez.